Bonjour à tous, merci d'être là. Je sais que vous êtes nombreux dans les centres de formation, donc voilà, bonjour dans les centres de formation aussi. Vous pouvez poser des questions via le petit chat qui est à côté. Hein, c'est ça Frédéric, hein? Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on les relayera auprès de Monsieur Pro tout à l'heure. Et puis, bien sûr, merci beaucoup Monsieur Pro de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Donc, Monsieur Pro est élu au conseil d'école. Voilà. Oh, pardon. Ah non, je l'ai dit. Je l'ai dit. Voilà. Bon, je me tais. Bonne soirée à tous. À toi, Pascal. Merci. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est le service ressources, recherche et innovation qui est heureux de vous accueillir, et donc plus particulièrement le service formation de formateurs. Je vais en profiter pour remercier tous les gens qui ont participé pour que la conférence puisse avoir lieu, à la fois Olivier, Philippe, et puis Karine, et puis le service de Faux de Faux pour que ça fonctionne. Et donc c'est la première conférence de l'année universitaire, de notre cycle en fait de conférences soirée débat, et la troisième du lot, puisqu'on en a fait deux l'année dernière. Et donc, comme l'a dit Olivier, on est très heureux de recevoir Monsieur Pro ce soir. Donc, Monsieur Pro qui est pas étranger non plus à l'université d'Orléans, puisque donc il siège au conseil d'administration. C'est pas non plus quelqu'un d'étranger à la ville d'Orléans, puisqu'il y vit et il a commencé sa carrière donc au lycée Potier d'Orléans, pour après donc aller à l'université Paris 1, et donc après avoir ses études universitaires, une thèse, il est donc historien. Il est donc historien et spécialiste de l'éducation, et puis plus précisément, aussi également, vous êtes intéressé beaucoup à la formation des enseignants, à l'histoire de la formation des enseignants. Il faut également savoir que Monsieur Pro, puisque donc spécialiste de l'éducation, a beaucoup influencé aussi sous Mitterrand, non? Non, la politique de l'éducation, un tout petit peu. Bon, et donc moi, je me suis plutôt intéressée parmi la bibliographie et les nombreux ouvrages que vous avez publiés, aux ouvrages qui sont consacrés évidemment à la formation des enseignants et à l'histoire de l'éducation. Donc, ce qui va être effectivement le but de la conférence de ce soir, où vous allez aborder l'évolution de la formation des enseignants, et surtout son passage à l'université, et l'intérêt et les limites du passage donc de la formation des enseignants à l'université. Et puis, quelles sont, et vous aborderez également, je pense, quelles sont les conditions favorables, les conditions de réussite pour cette formation des enseignants. Voilà, donc je ne vais pas être plus bavarde. Donc on va vous écouter avec grand intérêt. Et donc, comme l'a dit Olivier, suite donc à la conférence de Monsieur Pro, nous pourrons poser des questions. Il y aura un temps d'échange, et donc un temps d'échange également avec les centres SP qui nous suivent en visioconférence. Voilà, merci. Oui, je vous remercie beaucoup. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Merci à Olivier Combacou de m'avoir invité à réfléchir à ce sujet autour duquel j'ai tourné un certain nombre de fois. Et je dois dire que l'expérience qui m'a le plus marqué de ce point de vue, c'est celle de la formation d'adultes. Car quand j'étais à l'université d'Orléans, j'y ai fondé le centre de formation permanente, et nous avons animé pendant des années, avec un groupe d'une 50aine de professeurs du secondaire ou de l'université, des stages de formation pour des cadres de banque, des stages internés de 5 jours dans un château en Sologne, qui fut autrefois celui des imprimeurs MAM de Tours. Et cette expérience m'a fait toucher du doigt la différence entre l'enseignement et la formation. Et d'une manière générale, je pense que l'université
dans le supérieur comme dans le secondaire, elle sait enseigner, elle sait très mal former. Et la question centrale que pose l'universitarisation de la formation des maîtres, c'est précisément de savoir si les universités sont capables de former des maîtres. Et à quelles conditions peuvent-elles être capables de former des maîtres? Je commencerai par 3 remarques liminaires. Premièrement, l'universitarisation de la formation est un phénomène général qui ne concerne pas seulement la France, il se constate dans tous les pays européens, et qui ne concerne pas seulement l'enseignement. Par exemple, les écoles d'architecture sont en train de s'intégrer tant bien que mal au système universitaire, comme c'est le cas aux États-Unis ou en Angleterre. Donc nous avons un mouvement qui s'impose parce que c'est l'université qui donne les grades universitaires, qui donne les diplômes, qui donne les certifications. Et les certifications mondialement reconnues sont les certifications traditionnelles, licence, maîtrise et surtout doctorat. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, par exemple, et je suis navré pour l'école polytechnique qui vient de faire scission par rapport au grand projet d'université de Saclay, un polytechnicien économiste, il y en a d'excellents, qui est candidat à un poste, je parle d'un cas concret, poste de chief economist dans une grande banque internationale. Le polytechnicien est candidat. Sa candidature n'est pas examinée. Il n'est pas docteur. Et ici, par rapport à des dossiers de candidats docteurs d'Harvard ou de Cambridge, il ne fait pas le poids. Il est polytechnicien, le directeur de la banque sait que c'est le meilleur de tout le lot, mais dans le jury d'experts, il n'est pas docteur. Tant pis pour lui. Le Polytechnique fait un très mauvais calcul en refusant de s'intégrer à un ensemble universitaire. Bon. Donc, le niveau de formation des instituteurs devait être de toute façon relevé, et le problème s'est posé à propos justement de la formation d'instituteurs. Il fallait relever le niveau de formation, et le relever impliquait par une certification, un diplôme universitaire. C'est ce qui nous a conduit à la masterisation. Il y avait là une évolution qui était une évolution de la société. Deuxième remarque préalable, la transformation entraînée par l'universitarisation est tout à fait considérable. Il ne faut surtout pas la minimiser, parce que si nous nous plaçons très avant, nous avons 2 systèmes. Nous avons les écoles normales qui donnent une formation professionnelle pour le premier degré, et dans le secondaire, nous avons une formation sur le tas, qui est une formation où longtemps il n'y a pas eu de diplôme, puisque je parle d'avant 1940, bon, il y avait l'agrégation, mais l'agrégation, la formation professionnelle des agrégés était un stage de 15 jours d'observation tout à fait ridicule. Donc on avait d'un côté une formation académique extrêmement très poussée, le secondaire, avec des concours de haut niveau, et de l'autre une formation pédagogique. Je précise toutefois que cette opposition demande à être nuancée. Parce que quand on regarde concrètement le contenu des bibliothèques, des écoles normales d'instituteurs, ou la pratique et les besoins auxquels ils répondaient, la formation générale au niveau des écoles normales était très solide et a permis d'ailleurs à beaucoup de normaliens de faire des carrières de promotion sociale tout à fait importantes. Et il y avait, au niveau de l'enseignement secondaire, il y avait quand même, notamment pour les certifiés, à partir de 1952, le stage de 3 trimestres, chacun avec un conseiller pédagogique, un stage pratique, qui avait une certaine efficacité. Et on peut se demander d'ailleurs si le stage pratique avec le professeur dans la classe ne pourrait pas être l'antichambre du stage en responsabilité que nous pratiquons aujourd'hui avec... c'est l'essentiel de la formation de 2e année. Bon. Donc, mais après, aujourd'hui, il y a une seule institution
qui est responsable de la formation de tous les personnels éducatifs, c'est-à-dire non seulement les professeurs des écoles, les professeurs du second degré, aussi bien général que technologique ou professionnel, mais aussi les documentalistes, les conseillers pédagogiques d'éducation, les conseillers principaux d'éducation. Donc on avait deux systèmes qui s'ignoraient, qui se méprisaient réciproquement. C'est peut-être aller un peu loin, mais pas totalement, mais pas si faux que ça. Et aujourd'hui, on a un système qui est responsable de tout. Donc le changement est spectaculaire. Troisième remarque, nous sommes dans une tradition qui est hostile au savoir pratique. Je n'en prendrai que trois exemples. Lavis, le bon vieux Lavis, au début du siècle dernier, donc 1899-1900, s'est beaucoup battu pour qu'on donne une formation pédagogique aux agrégés. Il témoigne en ce sens à la commission Ribot. Il a cette phrase absolument merveilleuse. Bon, si vous ne voulez pas de pédagogie, disons sciences de l'éducation. C'est-à-dire que le savoir pratique de l'enseignant était, dès cette époque, un savoir péjoré. Bon. Je prends un autre exemple d'hostilité au savoir pratique. Le Châtelier, prix Nobel de physique, professeur au Collège de France, il a quand même un certain sens des savoirs pratiques, car il est l'introducteur en France du système Taylor. Et c'est lui qui a fait traduire les Principles of Industrial Management de Taylor en 1905 ou 1907, je ne sais plus. Et il a entretenu avec Taylor une grande conversation sur la méthode d'organisation scientifique du travail. Et un jour, Taylor lui écrit, écoutez, envoyez-moi deux ingénieurs pendant un an ou deux, je les forme. Et le Châtelier lui répond avec une naïveté stupéfiante. Quel besoin avons-nous de vous envoyer les ingénieurs? Nous avons vos livres. Comme négation du savoir pratique, c'est exemplaire. Mais vous avez une autre. Je vais vous donner un troisième exemple. C'est l'ENA. L'ENA, il se trouve que parce que je faisais une biographie de Cassin et que Cassin avait été le président du conseil d'administration de l'ENA, je me suis intéressé à l'ENA, et comme j'aime piocher dans les archives, c'est un régal, c'est le paradis. J'ai regardé le conseil d'administration de l'ENA, ils sont merveilleusement conservés, archivés, et je suis tombé sur une controverse à propos du stage de l'ENA. J'ai découvert que l'ENA avait été vraiment une conquête de la libération et que c'était d'ailleurs réputé former des fonctionnaires socialo-communistes. C'est pas tout à fait l'image qu'ils donnent aujourd'hui, mais à l'époque, d'ailleurs, on a essayé de tuer les NA. Les administrations ne voulaient pas d'énarques. Elles voulaient recruter chacune leur cadre dirigeant. Et alors, les hauts fonctionnaires parisiens ont commencé à critiquer les NA à cause du stage. Et en disant, vous promenez vos étudiants aux frais du contribuable. Alors, l'Assemblée nationale s'est émue et a créé une commission d'enquête qu'elle a confiée à M. Le Gorgeux. Il y a trois députés sont allés enquêter. Le Gorgeux dit, manifestement, leur intention primitive était de supprimer le stage. Et Le Gorgeux constate, à notre grande surprise, ce que nous ont dit les étudiants, les élèves de l'ENA, c'est que ce qui était le plus intéressant dans leur formation, c'était le stage. Mais pour Le Gorgeux, c'est une découverte. Et ils ont quand même essayé de réduire le stage. Ils l'ont amputé de 3 mois, ils l'ont raccourci de 3 mois. Et ils ont surtout essayé de le faire rentrer dans le moule scolaire. C'est-à-dire de faire donner la note de stage par un jury composé d'un professeur de faculté, d'un directeur de ministère et du directeur de l'école. Mais poursuivre un stage, ça n'a aucun sens. Alors heureusement, le conseil d'administration était constitué de grosses pointures. Il y avait le directeur de la fonction publique, il y avait... Bon, je ne passe pas sur le... Et donc, ils ont tenu bon et ils ont réussi. La note de stage, elle est donnée par le directeur des stages.
Parce que le directeur des stages, il connaît les patrons de stage. Et que donc il décode il décode les appréciations de tel préfet qui a eu tel élève comme stagiaire, et il sait que ce préfet est une peau de vache, ou il sait au contraire que ce préfet a des idées un peu floues. Donc il en tient compte, il connaît les stagiaires, il connaît les maîtres de stage, et il est impartial. Et heureusement, le directeur des stages fait partie du décret statutaire de l'ENA. Donc les réformes successives l'ont épargné. Mais vous voyez, il a fallu beaucoup de temps pour que l'idée qu'on puisse apprendre par un stage pénètre dans l'éducation nationale. Et ce qui est absolument caractéristique, c'est que l'éducation nationale est la seule institution où le stage ne donne pas lieu à un rapport. Partout où il y a un stage, nos étudiants, quand nous les envoyons en stage dans des entreprises, ils font un rapport de stage dans lequel ils disent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu, ce que ça leur a appris. Et ce rapport de stage, il est noté avec le maître de stage, le prof de fac qui est responsable de l'élève. Ils sont tous les deux et ils notent. Mais il y a un rapport de stage. Dans l'éducation nationale, non, on n'a pas besoin d'un rapport de stage. On ne saurait dire plus clairement que pour l'éducation nationale, dans sa tradition, je ne parle pas de son état actuel, je parle de sa tradition, dans sa tradition, le stage n'est pas une façon d'apprendre. Bon. Alors donc, après ces remarques liminaires, je vais faire ce que je fais le moins mal, c'est-à-dire l'histoire de cette universitarisation. Et après, dans un deuxième volet, j'essaierai d'enquêter sur ce qu'il faudrait que l'université fasse pour que ça marche pleinement, avec d'ailleurs des appréciations plus nuancées en terminant cet exposé que je ne les avais en le commençant. Donc, je suis voué aux commémorations. Je commémore en ce moment la guerre de 14-18 à longueur de mois, et je commence à en avoir assez. Heureusement, ça se termine. Eh bien, c'est le moment de commémorer, parce que nous pouvons dire que le cinquantenaire de l'universitarisation de la formation des maîtres, c'est aujourd'hui. Ou plus exactement, c'est en mars prochain. C'est l'anniversaire du colloque d'Amiens. Et c'est le colloque d'Amiens qui a lancé l'idée d'une universitarisation de la formation de tous les enseignants. Le colloque d'Amiens, mars 68. Ce colloque a été lancé par l'Association d'études pour l'expansion de la recherche scientifique, et pas du tout par des pédagogues. C'est la frange dynamique, conquérante de l'université qui lance cette idée. C'est aussi, ce mouvement existe aussi à l'intérieur du SGEN, d'un certain nombre d'écoles pédagogiques, mais qui ne percent pas dans le grand public. Tandis que l'AERS, qui est la frange conquérante de l'université, c'est Monod, Jacques Monod, c'est Lichnerowitz, c'est Pierre Aigrin. Ce sont des gens qui veulent faire de l'université le creuset des cadres de la nation. Et c'est à l'issue du colloque de Caen en 66, le deuxième colloque de Caen, il y en a eu un en 56, à l'issue du colloque de Caen, ils décident de créer un colloque à Amiens qui sera sur la formation des maîtres et la recherche en éducation. Et c'est une université, à l'époque, une université qui bouge. C'est le moment où la sociologie s'émancipe de la philosophie, où l'économie s'émancipe du droit, où la biologie pénètre non sans difficulté les facultés des sciences. Là, le CNRS, c'est le moment où la linguistique est en train de remplacer la philologie. Donc, c'est une université qui, à cette époque, est tout à fait dynamique. Et alors, le colloque d'Amiens va déboucher sur une proposition que je vais vous résumer, puisque je l'ai là, le point 5 de la déclaration finale du colloque d'Amiens. Les participants au colloque estiment nécessaire de tout faire pour mettre fin à l'actuelle division du corps enseignant. Ils reconnaissent la nécessité urgente pour les maîtres de tous les degrés d'une formation continue liée à la formation initiale.
Cette formation doit porter à la fois sur les disciplines intellectuelles et comporter une formation professionnelle. Les membres du colloque recommandent en particulier, petit a, une formation universitaire pour tous les futurs enseignants, y compris les instituteurs, hein. On est en 68, à l'époque, les instituteurs passent le baccalauréat et ils ont une année de formation professionnelle après le bac. 2 années de formation professionnelle pour tous les futurs enseignants, conçues sous une nouvelle forme, 2 points, un stage en responsabilité. C'était une idée révolutionnaire à l'époque, le stage en responsabilité. Petit c, une formation continue obligatoire et statutaire pour les enseignants de tous les niveaux. Petit d, l'institution auprès de chaque académie d'un centre universitaire de formation et de recherche en éducation, animant dans les départements des centres de formation continue. Je pense qu'on peut dire qu'on peut parler d'un cinquantenaire de la formation des maîtres. Parce que l'essentiel de ce qui est dans les points 5 des conclusions définitives du colloque d'Amiens, c'est quelque chose qui s'est réalisé sous des formes un peu différentes, mais pour l'essentiel, le cap, il date de là. Alors il y a eu une parenthèse, ce sont les événements de 68. Car les événements de 68 ont obligé à reconstituer complètement l'université qui était un chantier de ruines. Personne n'était sûr qu'on puisse faire la rentrée. Et la force d'Edgar Faure, qui a été nommé ministre, c'est non seulement qu'il est le seul homme politique d'envergure nationale qui ait vraiment compris quelque chose à ce qui s'était passé en 1968. Il a fait un discours le 24 juillet à la Chambre des députés qui est une merveille d'intelligence. Il était vraiment intelligent. Je ne sais pas s'il était courageux, mais il était vraiment intelligent. Et l'idée d'Edgar Faure, c'était d'appliquer le colloque d'Amiens. La première rédaction du projet de loi, je cite, mission de l'université, la mission de l'université, c'est la responsabilité de la formation de tous les maîtres de l'éducation nationale et du renouvellement permanent de cette formation. Le ministère a freiné des 4 fers en disant pas question de donner la formation des instituteurs, et on a fait à l'université, et on a adopté une loi dont l'article 1 définit de façon plus nuancée la responsabilité de l'éducation nationale. D'ailleurs, elle n'est plus responsable. Voilà la rédaction à laquelle Edgar Faure est parvenu en négociant, parce qu'il y a eu 15 projets successifs, il y a eu une négociation absolument interminable. Enfin, non pas interminable, parce qu'elle a été rapide, mais très très serrée. Elle forme les maîtres de l'éducation nationale. Il n'y a plus tous les maîtres. Elle forme les maîtres de l'éducation nationale, veille à l'unité générale de cette formation, sans préjudice de l'adaptation des diverses catégories d'enseignants à leurs tâches respectives, et elles permettent l'amélioration continue de la pédagogie et le renouvellement de ses méthodes. Donc vous voyez, une formulation beaucoup moins ambitieuse, on est très en retrait. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après cette période, j'allais dire, triomphante de décollement, ou de décollage, plutôt que de décollement. Ce sont les décollements à la rétine. Pendant 10 ans, il ne va pas se passer grand-chose. Pourquoi? Il y a une hostilité politique envers les universités. Il ne faut rien donner d'important à l'université, c'est une fabrique de gauchistes. Donc, toutes les choses importantes, il faut surtout les tenir en dehors. C'est pourquoi Edgar Faure, qui avait timidement prévu que les écoles d'ingénieurs pourraient s'associer par contrat aux universités, l'arbitrage final a fait tomber cette disposition du projet Edgar Faure, et c'est De Gaulle qui a arbitré. Donc, hostilité politique. Hostilité corporative. Les professeurs d'école normale étaient très hostiles à cette évolution, pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, ils étaient très loin
de la recherche et des universités. Il n'y avait pas beaucoup de professeurs d'école normale qui avaient entrepris de faire une thèse de 3e cycle. Et donc, ils voyaient que si on universitarisait la formation des maîtres, ils allaient perdre leur travail, on allait les remettre dans les lycées. Donc, ils freinaient des 4 fers. Et l'administration, l'inspection générale, mais les bureaux étaient tout à fait hostiles aux universitaires, considérant que les universitaires étaient totalement incapables. Moi, j'ai entendu ici un inspecteur général de lettres classiques tenir sur un assistant de la faculté de l'UFR Lettres des propos d'une condescendance et d'une ignorance absolument stupéfiantes. Mais c'était une époque aussi où à l'agrégation de lettres classiques, le candidat parlait de connotation. Il n'était pas reçu. Enfin, il y avait des mots qui étaient devenus tabous, qu'il ne fallait pas utiliser. Le vocabulaire de la linguistique était devenu un vocabulaire révolutionnaire. Bon, donc, ça a changé. Mais, bon. Donc, on va évoluer à l'intérieur des structures préexistantes. Les écoles normales, la formation va être portée à 2 ans. Les professeurs d'enseignement général de collège qui ont disparu aujourd'hui, ou presque, il y a encore quelques témoins, ils vont être formés en 3 ans et en contact avec l'enseignement supérieur puisqu'ils doivent passer le diplôme d'études universitaires générales qui sanctionne le 1er cycle qui à l'époque est de 2 ans. La licence est toujours à 3 ans, mais avant il y a un diplôme intermédiaire qui est le DOG. Et puis on rend dans la formation des instituteurs, on rend obligatoire 2 heures de linguistique et 2 heures de mathématiques modernes, parce que c'est les secteurs dans lesquels l'enseignement du 1er degré était le plus perturbé, le plus sommé de s'adapter, et de façon d'ailleurs un peu acrobatique, les exigences, notamment des mathématiciens, étant plus grandes qu'elles ne le sont devenues par la suite. Donc, les écoles normales ont fait des conventions avec les universités. On ne peut pas parler de véritable collaboration, mais parce que les universités, d'une part, manquaient de bonne volonté pour collaborer avec les écoles normales, et d'autre part, elles n'avaient pas vraiment les compétences nécessaires pour traiter même de la linguistique et des maths à un niveau suffisamment, comment dirais-je, adapté au programme d'enseignement pour que ça soit tout à fait utile. Donc, il y a eu, je dirais, une sorte de... Oui, on a parlé, on a fait des maquettes et on les a en gros appliquées, mais avec... ça n'allait pas très loin. Mais pendant ce temps-là, le profil des professeurs d'école normale s'est un peu modifié. Les liens avec le terrain sont des liens purement côté école normale. Et côté secondaire, les liens avec le terrain, c'est le stage du CAPES qui, pour le moment, n'est pas modifié. Après ces 10 ans de latence, il y a 10 ans d'improvisation de 79 à 89. La formation des instituteurs est toujours une formation séquentielle, c'est-à-dire d'abord la formation académique, puis la formation professionnelle, mais elle est portée à 2 années. Et en 1984, les réformateurs du supérieur, ignorant les appels à la réalité d'un certain nombre de... Bon, je peux dire que j'en fais partie de ceux qui ont essayé de maintenir le recrutement des instituteurs au niveau du baccalauréat. L'argument, vous allez encore accroître la distance culturelle entre les maîtres et leurs élèves, est un argument qui a été considéré comme élitiste et pas du tout démocratique. Enfin, les gens qui réformaient l'enseignement supérieur pensaient que la démocratie, c'était de recruter les instituteurs au DOG, ce qui a été décidé en 1984. Mais il fallait trouver un DOG.
Donc on a inventé un DUG premier degré qui n'a pas fonctionné. Pourquoi n'a-t-il pas fonctionné? Parce que dans cette fichue université, quand on crée un diplôme professionnel, la question qu'on lui pose, c'est de savoir s'il permet de faire d'autres études. Mais c'est classique. Enfin, ça a été le cas, par exemple, du BEP. Le BEP a été créé comme diplôme professionnel. Et puis le BEP est devenu une étape dans la carrière. Le baccalauréat professionnel était un diplôme professionnel. Maintenant, on se demande comment on peut faire pour que le baccalauréat professionnel débouche sans difficulté vers les enseignements universitaires. Le DUT, c'est la même chose. Les IUT se sont développés. Vous avez une sorte de loi sociologique qui fait que donc on a posé au DUG instituteur. Alors le DUG instituteur, comme il était à la fois matheux, littéraire, il ne permettait pas de faire une licence de lettres, il ne permettait pas de faire une licence de sciences, donc c'était un mauvais diplôme. Alors on a inventé, puisqu'on recrutait les étudiants sur le DUG, la question ne se posait plus. Ils étaient recrutés, les futurs instituteurs étaient recrutés sur le DUG, mais un DUG monovalent, un DUG d'histoire, un DUG de français, le DUG de maths physique. Bon. Et on prévoyait alors, il a fallu allonger la formation professionnelle à 2 ans, parce qu'il fallait donner des enseignements de complément. Bon, DUG à dominante. En 1986, on va leur appliquer le stage en responsabilité de 8 semaines, qu'on retrouve aujourd'hui. Et en 1989, eh bien, Lionel Jospin fait les IUFM. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que c'est la date de création des SP, mais pas tout à fait, parce que les IUFM vont, comment dirais-je, ils vont travailler et ils vont définir un certain nombre de méthodes nouvelles. Ils vont sophistiquer les stages. Ils vont inventer le stage filet. Ils vont mettre en place des dispositifs de préparation, d'accompagnement du stage, d'exploitation du stage, de façon très différente suivant les IUFM. Alors il va y avoir des à-coups politiques sur lesquels je passe, jusqu'au moment où en 2005, la loi Fillon intègre les IUFM aux universités. Ce qui en soi n'est pas absurde, car il y a des formations professionnelles dans les universités, il y a des IUT par exemple, on peut très bien, d'ailleurs la réponse, l'assimilation avait déjà été faite. Quand on parle au colloque d'Amiens des CIFRE, des centres interuniversitaires de formation et de recherche en éducation, on parle aussi d'IUP, d'Institut universitaire de pédagogie. Les IUT ont été créés en 1966, donc ils sont tout frais en 1968. Et puis en 2009, l'année de stage devient une première année d'enseignement, donc les IUFM, la formation des maîtres est réduite à sa plus simple expression. On a en quelque sorte dégraissé jusqu'à l'os. Puis en 2012, vous avez la reconstitution des SP qui, je veux dire, et elle intervient dans un contexte qui est assez différent. Et elle intervient dans un contexte où les universités ont appris ce que c'était que la formation professionnelle. Ce qui est intéressant dans les débats de 2009-2010, c'est que par rapport à 1968, on est à front renversé. En 1968, c'est l'Éducation nationale qui dit les universités sont incapables de faire la formation professionnelle, c'est nous qui nous occupons de la formation professionnelle. Les disciplines scientifiques, c'est très bien, la médecine, la mathématique, mais les choses sérieuses, c'est nous. Les stages, c'est nous. Et en 2009-2010, ce sont les présidents d'universités qui défendent les stages contre le ministère qui les a supprimés. Donc là, il y a une prise de conscience côté universitaire qu'on ne peut pas former des enseignants sans stage. Les raisons pour lesquelles l'université a changé sont assez simples à comprendre. C'est
aujourd'hui, elle accueille plus d'1 million d'étudiants. Médecine et profession de santé exclues. Il est évident qu'elle ne peut pas ne pas s'inquiéter des débouchés de ses étudiants. Et donc l'université, depuis, j'allais dire, une quinzaine d'années, pas beaucoup plus, mais depuis une quinzaine d'années, je m'en suis aperçu un jour où je faisais une sorte d'annuaire rétrospectif de l'enseignement supérieur. Vous pouvez descendre les diplômes, les licences de droit, de lettres, etc. Pratiquement de 1808 à 1990, c'est cohérent. Et après, ça perd toute cohérence parce que vous avez des diplômes nouveaux qui se sont imposés. Dans le dernier annuaire statistique du ministère, qui porte sur 2000, enfin, j'ai trouvé des chiffres de 2015, on a délivré en France, en 2015, 47 600 diplômes universitaires de technologie et 48 744 licences professionnelles, ce qui fait en tout 96 000. On a délivré 128 400 licences générales. Il n'y a pas tout à fait autant de licences professionnelles ou de diplômes professionnels que de diplômes généraux, mais l'écart s'est beaucoup réduit. Et au niveau du master, vous avez 48 856 masters professionnels, 13 700 masters recherche et 63 700 masters indifférenciés. Donc il y a une reconnaissance par l'université de la formation professionnelle. Bon. Alors, la question, c'est de savoir comment cette formation particulière, cette formation professionnelle particulière, qui est la formation des enseignants, peut se greffer sur une université qui était vouée, j'allais dire, à l'enseignement des savoirs. Comment greffer une formation à des pratiques sur la recherche et l'enseignement de savoir? Ça pose d'abord la question de la distance entre les savoirs et les pratiques. Or, cette distance, elle dépend beaucoup des disciplines. Les sciences sont pas très loin des pratiques. D'une certaine manière, le Châtelier dont je vous parlais tout à l'heure, il est caricatural par son côté refus des stages. Mais la méthode Taylor, c'est de la pratique, ça l'intéresse. Bon. Vous avez, chez les physiciens, les écoles d'ingénieurs du début du siècle, enfin, qui sont aujourd'hui les ENSI, l'école d'électricité de Grenoble, ça a été fondé par l'université. Et les juristes ont accepté, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les juristes ont accepté que les droits d'inscription de leurs étudiants servent à financer l'école d'électricité de Grenoble. Du point de vue collégialité universitaire, c'est quelque chose qui va se perdre ensuite. L'école d'ingénieurs de Toulouse, c'est l'école d'électricité de Toulouse, qui sont devenus maintenant des ENSI, c'est des universités. Nancy a créé une école de chimie, etc., etc. Supélec a été créé par un professeur d'électricité de Grenoble. Donc vous avez... Et les physiciens notamment, ils sont obligés d'être bricoleurs pour leurs expériences. C'est le cas, par exemple, Joliot-Curie. Joliot-Curie n'aurait jamais réussi, et il n'aurait jamais eu le prix Nobel, s'il n'avait pas été capable de fabriquer des chambres à bulles pour tracer je ne sais plus ce qu'il traçait, les électrons, je crois. Vous avez un très bel exemple, c'est Capel, le recteur Capel, qui était professeur de mécanique des fluides à Nancy, qui est devenu recteur, qui est devenu directeur général d'orientation des programmes scolaires. Capel, un très grand universitaire, il a fait sa thèse sur la taille des engrenages et il a conçu la boîte de vitesse de la 2 chevaux chez Citroën. Et Citroën voulait le garder comme directeur des études avec un salaire. Mirobolant, il a dit non, je pars au CNRS. Il était universitaire, il n'était pas coté, et c'est pour ça d'ailleurs que le symbole de Citroën, c'est les engrenages, c'est 2 chevrons,
Je ne savais pas ça, mais je l'ai appris en étudiant Capelle. Donc, il fallait que la boîte de vitesse soit très très subtile parce que le moteur était très peu puissant. Donc, comment obtenir de bonnes performances d'une voiture qui a un petit moteur 2 cylindres avec une bonne boîte de vitesse? Mais vous avez, de nos jours, la main à la pâte. C'est un prix Nobel de physique, c'est d'Eugène, hein. Et c'est un expérimentateur. Donc vous avez les sciences de l'homme et de la société sont beaucoup plus loin des pratiques. Ce qui domine les sciences de l'homme et de la société, c'est la philosophie. La philosophie, on ne lui demande pas de conséquences pratiques, hein. L'histoire a quand même très peu de difficultés. Alors ça peut former des archivistes, la lecture des chartes. L'école des chartes est une vieille école, une école très respectable et très scientifique, qui aboutit à trier des papiers de telle façon qu'on puisse les exploiter. Enfin, c'est quand même un débouché marginal. Alors la géographie, elle peut déboucher sur l'aménagement du territoire. Mais l'aménagement du territoire, c'est une conception, c'est pas la pratique du chantier. Si vous êtes urbaniste, il faudrait peut-être aussi avoir quelques idées, non pas seulement sur la répartition des activités, des circulations dans l'espace, mais sur la façon dont on gère un chantier, dont on s'occupe des fondations. Et pour s'occuper des fondations, il n'est pas inutile d'avoir fait un peu de géologie. Bon, donc, alors la littérature et les langues ont un débouché pratique évident. La littérature n'a pas de débouché pratique parce que la littérature, c'est quand même le côté de la fiction, le côté de la poésie, le côté de la créativité, et c'est pas immédiatement utile. Donc, on a un problème d'inégale distance des savoirs aux pratiques. Dans l'université, les savoirs sont indissociables des recherches, puisque ce sont les recherches qui renouvellent les savoirs. Et donc, la question d'adapter les savoirs, quels sont les savoirs qu'il faut enseigner pour former à des pratiques, renvoie à la question, quelles sont les recherches qui vont nourrir ces savoirs, j'allais dire, opérationnalisables. Et la question se pose, à mon avis, à 3 niveaux pour être concret, pour être j'allais dire, dans la vie quotidienne. Il y a le niveau des savoirs, il y a le niveau des stages, et il y a le niveau des recherches, proprement dites. Alors, quels sont les savoirs utiles qu'il convient d'enseigner? Et je propose de réfléchir à la question, non pas à partir des savoirs, en demandant à chaque savoir ce qu'il peut apporter, parce que tous les savoirs vont vous dire qu'ils ont quelque chose à apporter. Il faut raisonner à partir des pratiques, à partir des actes, en se demandant quels sont les savoirs qui permettent d'améliorer les actes. Et je vais prendre un exemple très simple, c'est celui de la notation. Les professeurs notent, tout le monde note. D'ailleurs, en France, on note trop. Mais enfin, quand je dis on note trop, ce n'est pas un résultat de recherche, c'est donc pas un savoir, c'est une opinion. Qu'est-ce qui peut être utile pour apprendre à noter et noter bien? L'histoire, totalement inutile. Je peux vous faire l'histoire de la notation, c'est passionnant. Hein, comment, dans le second degré, la note 20 est descendue de l'examen de passage de première en deuxième année de Polytechnique, début du 19e siècle, à la 6e, 1890, et comment, au contraire, dans l'enseignement primaire, on ne notait pas, on donnait des points. Et du point de vue sémantique, c'est tout à fait différent. Noter, c'est une évaluation, c'est un jugement. Donner des points, c'est reconnaître un mérite. On n'est pas du tout dans la même perspective. Donc, d'une certaine manière, c'est vrai que l'histoire de la notation, ça peut être utile. Enfin, c'est une utilité marginale. Alors, je scandalise beaucoup mes collègues historiens en disant qu'on peut être un très bon professeur en ignorant tout de l'histoire de l'enseignement. Ils ne veulent pas me croire.
Mais pourtant, je trouve, il y aurait certainement, si on faisait des enquêtes, on trouverait des milliers et des dizaines de milliers d'exemples de bons professeurs qui ne connaissent rien à l'histoire de l'enseignement et qui ne sont pas mauvais professeurs pour autant. Donc je dis, si vous l'enseignez la notation, l'histoire, nulle. La géographie, nulle. Ah, il y a une science utile, mais justement on ne l'enseigne pas. C'est la docimologie. C'est quand même bon d'apprendre aux gens qui vont corriger des paquets de copies, que suivant qu'on corrige le paquet de copies en commençant par le début ou en commençant par la fin, on ne met pas la même note aux copies. Parce qu'il y a un effet d'attente qui est créé. Quand vous avez une bonne copie, celle qui vient après vous paraît plus mauvaise qu'elle n'est en réalité. Et inversement. Donc la docimologie, ça pourrait être utile. Bien. La sociologie. Ah, la sociologie, ça dépend de quelle sociologie. Si vous étudiez les notes en fonction du milieu social d'origine, vous allez découvrir avec des nuances. Et c'est des nuances, c'est dans les nuances que sera le plus apporté par la recherche, que les enfants d'enseignants ont généralement de meilleures notes que les enfants de balayeurs. Je dirais d'agents de surface, pour respecter l'euphémisation des désignations professionnelles qui caractérisent notre société. C'est pas utile d'enseigner ça. Ça ne peut pas améliorer les pratiques. En revanche, si vous avez étudié l'effet de la notation sévère, neutre ou indulgente sur les progrès des élèves, si c'est un vrai savoir, je pense à un article précis, là, c'est un savoir qui peut être enseigné. Mais vous voyez, alors, si vous... on pourrait continuer. La psychologie, la psychosociologie, la façon dont la note est donnée, rendue, n'a pas les mêmes effets sur les élèves. Si vous les rendez anonymement, si vous les rendez avec un classement, ça crée des différences. Là, vous avez des savoirs qui sont constitués et qui peuvent être utiles. Bon. Mais vous voyez que les recherches pertinentes sont celles qui portent sur des pratiques pour analyser les effets de ces pratiques. Et alors, par pratique, j'entends prioritairement les pratiques de classe. Mais je ne me limite pas aux pratiques de classe. Les pratiques d'établissement sont aussi des pratiques importantes. Importantes parce qu'elles encadrent d'abord le dispositif de formation, l'ordre, les horaires. C'est pas indifférent d'avoir une pause un peu longue à midi ou pas. Bon. Et puis, l'organisation du travail des élèves, qui est une des choses les plus négligées, je trouve, dans notre enseignement, enfin, que toutes les interrogations écrites ou tous les devoirs sur table tombent dans les 15 jours qui précèdent le conseil de classe, n'est quand même pas très sain pour les apprentissages et pour les révisions. On pourrait attendre que les professeurs se concertent. Il y en a qui assassinent les élèves de devoirs, et puis il y en a d'autres qui donnent 2 devoirs dans l'année. Ça devrait quand même être un peu régulé, ça. Bon. Mais ça, c'est ma petite idée. C'est pas un savoir constitué. Mais je dis, ce qui se passe dans les établissements mérite aussi de faire l'objet de recherches, parce que ça a des conséquences très directes sur l'enseignement. Alors, le problème, c'est que les recherches qui portent sur des pratiques pour analyser leurs effets, ce que dans un rapport ancien j'ai appelé les recherches contextualisées, elles dépendent toujours du lieu et du moment, de l'ici et du maintenant. Et donc, l'administration de la preuve dans ce type de recherche est beaucoup plus compliquée que dans des recherches statistiques, comme vous croisez la note et le niveau social des élèves, vous faites un beau tableau carré, vous faites un graphique, si vous êtes perfectionniste, vous faites une analyse factorielle, et puis vous vous frottez les mains. Et les sciences de l'éducation fonctionnent un peu comme ça. Et elles fonctionnent un peu comme ça parce qu'elles sont nées de la psychologie quantitative.
elles sont nées... Je peux confesser que mon indignité, que je crois relative, mais quand j'ai demandé, j'étais il y a longtemps, j'ai demandé mon inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur en sciences de l'éducation. Eh bien, la commission de spécialistes me l'a refusé au motif que pour faire des sciences de l'éducation, il fallait avoir des compétences statistiques et méthodologiques que je n'avais pas, et que j'étais un bon historien, que je ferais carrière chez les historiens très bien, mais que je n'avais pas besoin d'aller chez les sciences de l'éducation. Alors pour me venger, non pas pour me venger, parce que c'était en cours, j'ai publié une analyse factorielle des attentes des professeurs certifiés au début de leur formation dans le numéro suivant de la Revue française de pédagogie. C'est le seul article que j'ai publié. Non, j'ai dû en publier un ou deux autres. Mais c'est les origines. Et alors, vous avez eu la sociologie quantitative, la psychologie... Des gens comme Rochelin, par exemple, ont été à l'origine très, très, très influents. Et donc, le modèle implicite, c'est il faut faire des chiffres, il faut faire des enquêtes, il faut faire des questionnaires. Et alors vous en avez le travail sur l'effet de la notation sur les progrès des élèves, il est quantifié. Moi, je suis très quantitatif, mais... il faut quand même prendre en compte l'existence d'autres modèles d'administration de la preuve. Administration de la preuve, il y a une preuve documentaire. Quand les choses sont attestées par un certain nombre d'observations réfléchies, et puis il y a des preuves qui tiennent j'allais dire, à la consistance interne du discours. Les analystes, les psychanalystes admettent, ils déploient un travail considérable dans leurs ateliers et leurs publications. Ils ont des journaux scientifiques hebdomadaires, voire quotidiens. Qu'est-ce que c'est qu'un texte d'analyste recevable? C'est une étude de cas clinique qui est bien argumentée dans un champ théorique qui existe. Donc, on pourrait réexaminer nos modes d'administration de la preuve. Mais mon deuxième point, c'est le stage. Alors le stage, le stage, ce n'est pas une formation sur le tas. Il faut que le stage soit encadré et exploité. Alors, ça pose des questions pratiques, parce que dans le dispositif actuel, le tuteur n'est pas forcément dans l'établissement du stagiaire. Il peut même être assez loin. Et donc les rapports entre tuteur et stagiaire s'espacent. Et le tutorat devient, j'allais dire, épisodique. Et le tutorat épisodique ne peut pas du tout suffire. Là, il y a quelque chose qui ne convient pas. De ce point de vue, les tuteurs pédagogiques des stages de CAPES étaient plus efficaces puisqu'il y avait les stagiaires étaient mis dans la classe d'un professeur, ils changeaient tous les trimestres, donc ils avaient trois professeurs tuteurs à la suite, mais le professeur tuteur, il restait dans la classe. Et quand le stagiaire avait fini de faire son cours, le tuteur causait avec lui du cours qu'il avait fait. On avait un tutorat de proximité. Tandis que maintenant, on a un tutorat. Alors, je sais bien qu'il y a Internet, qu'on peut tweeter, mais enfin, la relation personnelle et l'observation directe par le tuteur de ce que le stagiaire fait dans sa classe, si le tuteur est bien choisi et si le tuteur sait parler avec son stagiaire de façon suffisamment amicale, chaleureuse, et pas en se plaçant comme « oui, moi je vais vous dire non ». Alors ça pose le problème de la formation des tuteurs, et je dois dire que ça, c'est la formation permanente qui me l'a appris. On avait
on avait conclu un assez beau contrat. Parce qu'avec les profits de la formation permanente de l'université, on finançait un certain nombre de choses, notamment l'examen d'entrée à l'université pour les non-bacheliers et la formation qui y conduisait. Donc on essayait de négocier des contrats qui nous laissent un excédent. On vendait la formation au privé. Et donc on avait un beau contrat de formation de formateurs pour la garantie mutuelle des fonctionnaires. Ça se passait à l'Isle-Adam, une semaine, enfin du dimanche soir, ou du lundi matin au vendredi midi. Et on commence en faisant un tour de table. On était 2. Stupeur, à la fin du tour de table, la moitié des stagiaires, on avait préparé un stage de formation de formateurs, des gens qui parlent, qui donnent des travaux, qui sont des pédagogues, quoi. La moitié des stagiaires étaient des directeurs d'agence. Pour nous, ça a été une énorme surprise, ce qui montre bien qu'on était en retard sur le privé. Pour le privé, en tout cas pour la garantie mutuelle des fonctionnaires, c'était évident qu'on ne pouvait pas envoyer des stagiaires dans une agence sans avoir formé le directeur de l'agence pour qu'il s'occupe de ces stagiaires et qu'il sache quoi leur faire faire et comment leur faire apprendre leur métier progressivement. L'éducation nationale n'a fait ça qu'une fois, et je tiens à le dire parce que c'était un proviseur du lycée Potier du lycée Benjamin Franklin, dont j'ai oublié le nom, mais peut-être que M. Meckenstour s'en rappelle, celui qui était proviseur en 1968. Soto. Non, Soto, c'était Soto, oui, c'était Soto. Et c'est lui qui a qui a choisi les maîtres de stage des premiers surveillants généraux qu'on a transformés en conseillers principaux d'éducation. Et si les conseillers principaux d'éducation sont ce qu'ils sont, c'est en partie parce que la formation a été faite par Soto, qui ne considérait pas du tout que c'était un renfort donné en adjoint à un surveillant général de grand lycée, parce qu'à l'époque, il y avait des surveillants généraux, mais que c'était un poste où on pouvait se former. Pour qu'il puisse se former, il fallait que le tuteur soit un bon tuteur. Et donc, ça pose la question de fond, qui est celle de la formation des tuteurs, ça pose aussi la question du mémoire professionnel, dans la mesure où le mémoire professionnel se greffe sur le stage. C'est mon troisième niveau, c'est la formation par la recherche, l'éducation du regard clinique, donc une recherche qui se porte sur ce qui se fait en classe. Et ça suppose donc que les professeurs qui encadrent les mémoires professionnelles aient été eux-mêmes formés par des recherches à dimension pratique. C'est valable pour le mémoire professionnel, c'est valable pour la préparation et l'exploitation des stages, et c'était d'ailleurs la grande nouveauté des IUFM. Les UFM, ils ont quand même ce grand mérite d'avoir inventé ce qui s'appelle maintenant l'analyse des pratiques. Et vous avez des gens comme Marguerite Altais, comme Claudine Blanchard-Laville, etc. Et il y en a beaucoup d'autres, et je fais exprès de ne pas citer des gens actuellement en exercice. Alors, reste que ces enseignants, il faut qu'ils soient universitairement compatibles. Et c'est là que le bas blesse. C'est très variable suivant les universités. Vous avez des universités où les SP ont des professeurs et des maîtres de conférences dont l'intérêt principal se tourne vers les sujets disciplinaires. Je ne citerai pas de nom d'SP. J'ai fait quelques recherches sur le personnel enseignant des SP. C'est très facile dans Internet, puisqu'il y a tous les sites. Et je n'ai pas fait... J'ai évité soigneusement de regarder les SP d'Orléans. Mais je ne vous dirai pas ceux que j'ai regardés. J'en ai regardé une demi-douzaine. J'ai trouvé des profs d'ESP qui sont compétents sur l'enseignement de tel ou tel pays d'Amérique latine, sur le cinéma malgache, sur l'histoire du sport, sur la sociologie du management. Bon.
J'ai trouvé aussi des chercheurs qui travaillent sur les TIS à l'école primaire, sur la transition CM2-6e, sur l'interaction dans la classe, sur beaucoup de recherches à dimension pratique. C'est très mitigé. C'est-à-dire, il y a, alors vous l'avez dans la discipline du CSU, la section 70 du CSU, qui elle a été longtemps présidée par André Robert. J'ai beaucoup de respect pour André Robert, parce qu'il est un très bon sociologue de l'enseignement, il a fait de très bons bouquins. Enfin, je suis désolé, mais ce qu'il a fait sur le syndicalisme, par exemple, je ne vois pas quelle utilité ça peut avoir pour enseigner, pour les pratiques de classe ou d'établissement. Tandis que quand vous aviez, comment est-ce qu'elle s'appelait, j'ai oublié son nom, Bautier, Elisabeth Bautier, là, vous étiez plus en rapport avec ce qui se passait dans les classes. Donc, je dirais, la présidence de la section 70 reflète cette diversité d'approches qu'on retrouve dans les SP aujourd'hui. Alors, comment expliquer cette diversité? Fondamentalement, ce qui est fondamental, c'est l'attitude de l'université à l'égard de l'ESP et la manière dont l'université construit les procédures de recrutement des enseignants des SP. Parce que, alors il y a eu un moment où les recrutements des SP étaient carrément confiés aux commissions de spécialistes, ça s'appelait comme ça à l'époque, et vous voyez des universités comme Paris 4 qui recrutaient au titre de l'IUFM un grand spécialiste d'histoire du Moyen-Âge, dont ils avaient bien l'intention de faire l'acquisition en quelque sorte, mais comme il n'y avait pas encore de poste disponible dans le département d'histoire, eh ben, on avait un strapontin, une position d'attente à l'IUFM. Alors évidemment, ce maître de conférence ou ce professeur allait faire ensuite une très belle carrière, finir aux sciences morales et politiques, académicien et tout ce que vous voulez. Mais pour la formation des stagiaires, c'était un peu loin. Et alors, vous avez aujourd'hui des comités de sélection qui sont composés par les universités et qui ont cette particularité que le directeur de la formation qui va accueillir le recruté ne peut pas faire partie, s'il peut faire partie de la commission de recrutement, du comité de recrutement, mais ne peut pas être auditionné par le comité de recrutement. Donc si l'université veut le nommer dans le comité de recrutement, de sélection, appelons les choses par leur nom, elle peut le faire, c'est aucun problème, mais si elle veut exclure l'ESP et son personnel du recrutement, elle peut le faire aussi. Alors apparemment, ça, malgré le complexe de supériorité des disciplines sur les comités de spécialistes, c'est en train de s'arranger, et c'est là-dessus que je vais conclure. Après avoir dit quand même un mot, parce que là, comme j'allonge, je suis trop long, je m'ampute. Il y a aussi un point vulnérable, c'est les concours de recrutement, et c'est l'épreuve professionnelle du concours de recrutement, qui tend bien souvent à être une épreuve de compétence dans la discipline camouflée. Et là, on a un vrai problème, c'est qu'on n'a jamais été capable de construire des épreuves d'évaluation des compétences professionnelles. Et s'il y a une recherche qui me paraît urgente, c'est une recherche pour tester des dispositifs innovants d'évaluation des compétences professionnelles. Je ne suis pas sûr que l'épreuve sur dossier soit une épreuve pertinente. Et donc, c'est une vraie recherche, et ça demandera de l'argent, parce qu'il faut tester une épreuve. On imagine une épreuve, et puis on la fait passer à une dizaine de candidats, et on voit ce que ça donne. Et on s'aperçoit que ça ne marche pas, qu'il faut inventer autre chose, ou qu'il faut modifier. Donc c'est vraiment une recherche urgente. Mais ma conclusion est plus positive que je n'aurais cru. Enfin, plus positive.
Je vais vous dire le bon et le mauvais. Le mauvais, voici l'extrait d'un site d'ESPE qui définit ses recherches et définit ses projets de recherche. Et je vous le donne parce que c'est merveilleux, c'est le texte parfait pour être agréé par le ministère. J'ai aucune inquiétude, ça va plaire. Dans l'exposé des projets présentés, les points suivants devront être explicites. 1. Contexte scientifique, cadre théorique, état de la question, problématique, méthodologie, en soulignant en quoi il nourrit un ou plusieurs des axes prioritaires de l'école, et où comment il s'inscrit dans des recherches novatrices. 2. Calendrier prévisionnel. 3. Résultats attendus, valorisation et diffusion envisagée. 4. Composition de l'équipe du projet et qualité de ses membres. 5. Destination des demandes de financement. Les demandes seront examinées par le comité recherche, qui aura au préalable sollicité l'avis d'experts des domaines concernés et formulera des propositions d'affectation de crédit. Pas un rapport à la pratique dans cet appel de recherche. Résultats attendus, valorisation et diffusion envisagée, là, on pourrait mettre la référence aux pratiques, mais elle n'y est pas. Tandis que la référence au contexte scientifique, cadre théorique, état de la question, problématique, méthodologie, là, vous êtes cadré. Mais sur le rapport de votre recherche à la pratique, le mot n'est pas prononcé. C'est un mot à éviter. Alors, côté positif, toujours d'un site d'ESPE, c'était ce bref extrait. Au sujet du mémoire professionnel, le mémoire est pleinement intégré dans la formation et doit avoir un contenu disciplinaire et de recherche en relation avec la finalité pédagogique et les pratiques professionnelles. Point. Il prend appui sur le stage en alternance et sur d'autres enseignements. Là, je suis totalement d'accord. Reste à le faire passer dans la pratique, ce qui est plus difficile. Mais du point de vue conception, je n'ai absolument rien ni à retrancher, ni à ajouter. C'est parfait. Donc, je pense que la formation des maîtres à l'université, non seulement qu'elle est possible, d'abord elle existe, mais qu'elle est en train de s'améliorer, que les enseignants des ESPE s'adaptent à leur mission en plus grand nombre, et que les universités comprennent moins mal les impératifs d'une formation professionnelle. Mais il y a la nécessité d'un mouvement le recrutement du corps enseignant des ESPE, il ne peut pas se faire en 2 ans ni en 3 ans, il se fait sur le long terme. Et il faut donc que ces améliorations que je crois deviner ou distinguer ou discerner dans les sites actuels des UFM, des ESPE, il faut que ce mouvement se continue de façon constante et régulière. Et ça suppose une certaine continuité politique, puisqu'on est à la saison des vœux. C'est sur ce vœu de continuité politique pour les ESPE que j'atterrirai. Merci beaucoup, Monsieur Pro. Donc, pour cet exposé fort intéressant sur l'évolution et puis sur notre formation à l'université, est-ce que donc le temps des questions est venu? Je ne sais pas si la salle avait une question. Oui, allez-y. Non, je pense que je vais pas. Si, c'est... bien. Moi, je voudrais revenir sur... Enfin, j'ai une remarque et une question. Par rapport, vous avez évoqué les stages et les tuteurs qui sont éloignés des stagiaires. Ça, c'est... Aujourd'hui, c'est effectivement... on peut se poser cette question pour le premier degré. Pour le second degré, ils ont des tuteurs qui sont dans les établissements. C'est des tuteurs de terrain, pour la plupart. Enfin, voilà, à quelques exceptions près. Mais on essaie toujours que le tuteur soit dans l'établissement. Donc, je pense que le décalage est moins grand
pour le second degré que pour le premier degré. Ça, c'est voilà, une remarque. Ensuite, vous avez... À votre remarque, une question. Est-ce que les tuteurs assistent dans la classe? Il y en a beaucoup qui le font. Est-ce qu'ils le font souvent? Est-ce qu'ils ne le font pas? Qui est faite dans le cadre, c'est dans le cahier des charges. Vous avez deux proximités. Vous avez la proximité dans la classe et vous avez la proximité dans l'établissement. Je me réjouis qu'il y ait une proximité dans l'établissement dans un grand nombre de cas, mais j'aimerais qu'il y ait aussi une plus grande proximité dans la classe. Alors, pas tout le temps, parce que tout le temps c'est pesant. Mais il faut que, assez souvent, le tuteur aille dans la classe. Mais dans le cahier des charges, il y a un temps, enfin Olivier peut le confirmer. Comme tu le disais Nathalie, pour le second degré, effectivement, alors il y a des disciplines comme par exemple... Merci. Il y a des disciplines, par exemple, comme l'art visuel, enfin les arts plastiques, pardon, ou l'éducation musicale, où évidemment le tuteur n'est pas présent, mais sinon, dans le second degré, c'est majoritairement le cas, et le tuteur doit assister à un certain volume. En revanche, c'est vrai que sur le premier degré, c'est pas du tout le cas, puisque le tuteur n'est... Et la personne qui fait l'autre moitié du mi-temps n'a aucune... alors, enfin, des fois il y en a, bien sûr, mais n'a a priori aucune compétence pour faire ce rôle-là. Ouais. Bien. Et ça, c'était... Ensuite, j'avais une question. Vous avez parlé de l'université, des décisions qui pourraient être des décisions politiques sur lorsqu'il y a eu l'intégration des IUFM à l'université, puis la transformation IUFM-SP. Vous avez peu évoqué l'employeur, le rôle du rectorat. Aussi bien dans la formation, alors à travers les stages, mais également dans la formation des enseignants. Voilà. Quel est votre point de vue, notamment voilà, pour faire évoluer aussi la formation, quel est votre point de vue par rapport à l'employeur, la place de l'employeur dans la formation? Alors, c'est amusant que vous me posiez cette question parce que j'avais prévu de vous en parler. J'avais prévu de vous en parler en vous disant ce qu'il y avait dans le rapport de 2003, puisqu'en 2003, il y a eu, que je retrouve mes notes, il y a eu un rapport de M. Septour, inspecteur général, qui justement se concentre sur la répartition des tâches et des responsabilités entre l'État employeur, c'est le terme qu'il utilise, et l'Institut de formation. En gros, les responsabilités de l'État employeur, enfin, l'université certifie, donc délivre le master, l'université et l'État employeur se mettent d'accord sur le contenu, ce qui veut dire l'approbation des maquettes par l'université et la direction, enfin le directeur des enseignements supérieurs. L'université valide la formation professionnelle. Non, oui, l'université, c'est-à-dire l'ESP, valide la formation professionnelle, mais les maîtres de stage doivent être choisis en accord entre alors, ça c'est un point qui peut cacher de vraies difficultés. Il y avait tout un conflit latent entre les gens qui voulaient faire de la formation professionnelle et l'inspection générale pour la désignation des tuteurs des stagiaires du CAPES. L'inspection générale veillait au grain et n'acceptait pas les gens qui faisaient pas du latin, qui n'étaient pas absolument dans le canon. Le respect de la tradition était le premier critère de sélection des maîtres de stage. Bon, je caricature un peu, parce qu'il y avait dans l'inspection générale aussi des gens qui étaient partisans de faire évoluer les choses, et ceux-là, ils choisissaient pas exactement les mêmes. Donc, il ne faut pas non plus rigidifier. Les institutions ne sont jamais totalement homogènes, totalement bloquées. Et la titularisation, elle appartient à l'État. Alors, ça donne, dans le concret, l'imbrication que vous avez actuellement des gens qui ont leur master et que l'éducation nationale refuse. Mais
C'est un peu inévitable dès lors que le recrutement vient au milieu ou avant la formation. Dans les pays anglo-saxons, et c'était comme ça en France pendant tout le XIXe siècle, hein, les chargés de cours qui enseignaient dans les collèges et les lycées avant que l'agrégation ne se mette à monter en régime et qu'on arrive à des établissements secondaires. À la veille de la guerre de 40, il y a pratiquement plus de la moitié, presque les 2/3 d'agrégés, en tout cas dans les lycées. Mais avant, les chargés de cours, ils étaient recrutés sur le tas. Ils commençaient comme maîtres répétiteurs, ils surveillaient des études, ils faisaient des cours de remplacement, et puis ils attendaient qu'un poste se libère. Donc, vous allez en Angleterre, les School of Education certifient, et puis après, les gens font acte de candidature auprès des établissements, et les établissements les recrutent ou ne les recrutent pas. Mais le recrutement, tel qu'il est placé, avant la formation, oblige à une sorte de croisement entre le formateur et le recruteur et l'employeur qui complique beaucoup l'organisation des cursus. D'autres questions? Merci en tout cas des 2 points. Oui. Une question sur le rôle des MAFPEN dans la formation professionnelle et en particulier des enseignants, et en particulier l'articulation peut-être un peu paradoxale entre l'universitarisation de la formation des enseignants et le rôle qu'ont joué les formateurs MAFPEN. Alors les MAFPEN, ça a été une petite révolution institutionnelle, parce que les patrons des MAFPEN, les directeurs des MAFPEN, étaient des professeurs d'université pour la plupart, comme les recteurs. Ils étaient nommés en Conseil des ministres comme les recteurs, et ils étaient à côté du recteur, mais ils n'étaient pas soumis au recteur. Ils n'étaient pas sous l'autorité du recteur. Les recteurs l'ont très mal vécu. Je connais un directeur de MAFPEN. Quand il est arrivé, on ne lui a pas donné de bureau, on l'a mis dans la salle des photocopieuses. C'était une dame très astucieuse, et quand elle raconte ses souvenirs, elle dit, comme ça, j'ai tout de suite compris comment fonctionnait le rectorat, parce que j'ai vu tous les services. À l'époque, il n'y avait pas les photocopieuses partout. Il y avait une photocopieuse, une salle de photocopie, donc tous les services défilaient les uns après les autres. Donc au bout d'un mois, on lui a donné un bureau, mais son premier mois a été une initiation. Et alors, les formateurs d'IUFM ont été pris, de MAFPEN, ont été formés par des stages longs. Ils ont été pris beaucoup par des bénévoles, parmi des bénévoles, qui ont consenti un investissement en temps et en énergie considérable, et vous avez eu j'allais dire 5 ou 6 ans d'explosion des stages avant que l'institution ne récupère. Et l'institution a récupéré à la satisfaction de tout le monde. C'est pourquoi il faut se méfier en politique comme en urbanisme. Les décisions qui sont applaudies sur le moment, comme par exemple la décision pour la source d'avoir un niveau de circulation piéton et un niveau de circulation automobile, ça a été applaudi dans les revues d'urbanisme de l'époque, puis à l'usage, c'est pas si bien que ça, et on a cassé les ponts. Eh bien, en 98, quand Allègre a dit c'est les UFM qui vont s'occuper de la formation continue, tout le monde a applaudi, parce que ça faisait des années qu'on répétait que la formation initiale et la formation permanente devaient aller ensemble. Donc Allègre, il prenait la bonne décision. Mais en réalité, les UFM étaient trop préoccupés par leurs tâches primitives, et les rectorats ont repris le contrôle par l'intermédiaire du plan académique de formation. Et comme c'était les rectorats qui géraient les crédits
affectés à la formation permanente, cette reprise de contrôle a été plus facile et s'est traduit alors par une très nette amélioration des statistiques. Ça, quand on est un grand lecteur de l'annuaire statistique du ministère, on ne peut qu'applaudir parce que maintenant, on a non seulement les inscrits, mais on a les présents au premier jour et on a la statistique des gens qui abandonnent. Ce qui est d'ailleurs très mauvais signe, parce que des formations permanentes qu'on abandonne en cours de route sont probablement pas très bien adaptées. Si les gens l'abandonnent, c'est qu'elle ne les nourrit pas, elle ne leur apporte rien, ou pas assez. Donc, et une inflation de stages courts, d'une journée, éventuellement 2 journées, alors qu'avec les MAFPEN, on avait des périodes de formation plus longues. Alors, il faudrait pour aller plus loin, et là je n'ai pas d'études et je ne m'avancerai pas, les MAFPEN ont privilégié les formations qui étaient demandées par un établissement. C'est-à-dire les formations qui étaient des formations collectives. Enfin, quand Savary a lancé en 83, après l'échec du rapport Legrand, le volontariat, on a eu un moment de grande centration sur des formations adaptées à un établissement. Alors après, ça s'est perdu, mais après aussi, la durée des stages a diminué de façon vertigineuse. Mais alors, les formateurs de MAFPEN, ils avaient une véritable formation d'adultes, de formateurs d'adultes. Et une bonne partie du personnel des IUFM s'est recruté parmi les professeurs de MAFPEN. Et une question que j'aimerais étudier si je n'étudiais pas autre chose, ce serait de voir dans le personnel actuel des SP quels sont les survivants des MAFPEN et des IUFM. Il me semble, et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu rupture dans la transmission d'un savoir-faire. Et c'est plus difficile de refaire les SP après avoir supprimé les IUFM pendant 4 ans, que si on avait simplement modifié les IUFM. Mais, d'une certaine manière, si les IUFM ont été supprimés, c'est un peu leur faute. Parce qu'elles ont été incapables de refaire leur pub. Et nous vivons dans un monde où si on n'est pas capable de faire sa pub, on périclite. Là, bon. Oui, je voudrais, si vous permettez, oui, parler de ce qui me paraît la partie la plus difficile, c'est-à-dire la formation des maîtres du premier degré, qui est beaucoup plus polyvalente et beaucoup moins facile à définir. Et pour ce faire, je vais faire appel à mes souvenirs personnels. Je fais partie de la 2e promotion d'instituteurs qui a passé le bac et pas le brevet supérieur. Et je suis allé faire 1 an à l'école normale comme formation pratique. Et cette formation était assurée par les professeurs de l'école normale d'avant, qui étaient pour la plupart des anciens élèves de l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Oui. Et ils enseignaient la discipline générale, c'est-à-dire les lettres, les mathématiques, et puis ils assuraient la formation pratique dans cette même discipline pour les instituteurs. Autrement dit, le prof de maths, il enseignait ensuite comment on devait enseigner le calcul, apprendre à compter aux élèves du cours préparatoire. Bon, moi, je suis donc entré dans ce système avec des professeurs qui avaient la formation que je viens de dire. Et il y avait un système que j'ai trouvé à la réflexion tout à fait intéressant et qui rejoint plusieurs observations que vous avez faites. Parce que le début de la formation, au début de l'année, on réunissait toute la classe et on faisait assister les normaliens à une leçon qu'on appelait une leçon modèle. C'est-à-dire qu'il y avait un maître qui, pendant une
demi-heure ou 3/4 d'heure, faisait une leçon de lecture ou une leçon de calcul. On s'arrangeait pour que ce soit à différents niveaux. Il y avait le professeur de la discipline correspondante et on commentait ce qu'on avait vu. Et les élèves maîtres posaient des questions. Alors il y avait donc une connaissance, comment dire, abstraite du savoir pratique. On voyait pourquoi le maître avait fait telle ou telle chose. Et le deuxième stade, c'était à peu près, disons, au deuxième trimestre de l'année scolaire. On faisait des leçons d'essai. Et chaque stagiaire, chaque élève maître faisait, je me souviens plus, je crois que c'est 2, peut-être 3 leçons d'essai. Et toujours les leçons d'essai devant ses collègues. Si bien qu'il y avait le même questionnement. Ensuite, avec le professeur du titulaire qui servait de tuteur et qui commentait le travail. Et puis enfin, au 3e trimestre, on avait un stage dans une classe où, au bout on avait une semaine où on regardait le maître travailler, et les 3 autres semaines, on était responsable de la classe. Et pendant ces 3 semaines, on avait la visite d'un des professeurs d'école normale. Si bien qu'au total, on avait une liaison entre la théorie et la pratique qui me paraissait assez pertinente. Mais si je peux... Oui. J'ajoute qu'à cette époque, les cousins nous connaissent bien, pour être définitivement admis dans le corps de l'éducation nationale, il fallait passer un examen pratique qui s'appelait le certificat d'aptitude pédagogique. Et si vous ne l'aviez pas, vous ne pouviez pas être titularisé. Dernier point, il y a eu une tentative que j'ai trouvée judicieuse. Je ne sais pas quand on a terminé, c'était dans les écoles normales, celle des inspecteurs professeurs. Oui. Il y avait des professeurs qui étaient titulaires du certificat à l'inspection et qui avaient, il me semble que c'est la moitié du service pour faire un enseignement aux élèves maîtres et l'autre moitié où ils avaient une mini-circonscription où ils allaient faire un travail d'inspecteur. Si bien que le lien entre la théorie et la pratique, il était assuré aux différents niveaux. Oui, alors si vous permettez, deux éléments de réponse. Un premier élément de réponse sur la formation telle qu'elle était développée. Il en reste quelque chose dans les SP actuels, mais c'est moins développé que ça ne l'était dans les IUFM. C'est ce qui s'appelait, et qui est une invention des IUFM, le stage filé. C'est-à-dire que le stage filé, vous prenez 8 semaines, et le stagiaire, ici le lundi, il est le lundi de la première semaine, le lundi de la seconde semaine, le lundi de la 3e semaine, le lundi de la 4e semaine. Et il fait cours. Et en fonction du cours qu'il a fait la première semaine, il ajuste le cours qu'il fait la seconde semaine. Donc vous avez là un dispositif de formation qui est un dispositif qui rappelle ce que vous disiez tout à l'heure. Et bien là, il y a un deuxième dispositif dans lequel je ne suis pas entré. Vous l'avez remarqué, il y a un mot que je n'ai pas prononcé. Je crois aussi, je l'ai prononcé une fois. C'est celui de didactique. Et je ne l'ai pas prononcé à dessein parce que je m'interroge sur la didactique et je n'ai pas de position fixe. Normalement, la didactique, c'est la pédagogie de la discipline. La didactique de l'histoire, c'est comment l'élève construit le temps, comment on passe du temps personnel au temps social. C'est bon. Ça c'est de la didactique de l'histoire. Quand je vois les textes des didacticiens, honnêtement, j'ai des difficultés à les lire.
pas les difficultés, pas les didacticiens de l'histoire, parce que je me retrouve un peu dans mon territoire. Et puis je crois que les didacticiens de l'histoire, par rapport aux didacticiens des mathématiques ou de la physique, ils sont un peu tendres, par opposition aux durs. C'est normalement, la didactique, ça devrait être sa fonction, et là, incontestablement, elle doit embrayer sur des savoirs pratiques, mais elle se place dans des situations expérimentales de laboratoire qui n'ont rien à voir. C'est d'ailleurs ma grande inquiétude quand je vois le crédit qu'on accorde aujourd'hui aux sciences cognitives et aux neurosciences. Tous les résultats des neurosciences et des sciences cognitives sont des résultats en laboratoire. Bon, quand en médecine, on ne se contente pas de résultats en laboratoire, on teste phase 1, phase 2, phase 3. Et avant de mettre un médicament en service, on a fait un certain nombre d'observations sur des cobayes en situation réelle. Quand vous êtes dans le hic et nunc, il se passe des choses qui ne se passent pas dans le laboratoire. Et je trouve que la didactique est trop souvent une science de laboratoire et pas assez une science d'interaction entre le laboratoire et le terrain, comme la recherche médicale. D'autres interventions? Oui. Je voulais réagir à ce que disait monsieur, dans ce que vous avez décrit de ce que vous avez vécu de votre formation. Et en fait, actuellement, au sein des ESP, on pratique un petit peu ce que vous nous avez décrit dans dans des cours disciplinaires. On peut emmener, lorsqu'on a des TP, par exemple, nos étudiants, nos stagiaires, plutôt nos stagiaires, parce qu'on ne le fait pas en M1, assister à une séance d'un professeur, d'un maître formateur, et analyser justement la séance qu'ils ont observée et analysée en groupe. Et on leur propose également, parfois, de créer une séance qu'ils vont aller mettre en place dans une classe et analysée par leur père également. Donc en fait, on n'a pas complètement perdu, on a récupéré. Et en fait, ça s'est mis en place avec les IUFM quand vous avez parlé justement des analyses de pratique. Et je me souviens, dans les débuts des analyses de pratique, on emmenait justement nos stagiaires observer une séance et comparer par rapport à ce qu'ils, eux, vivaient et mettaient en place en classe. Mais oui. Donc, moi j'avais une question. Vous avez tout à l'heure évoqué le concours et la place du concours actuel des professeurs des écoles qui était entre le M1 et le M2. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette place du concours et est-ce que vous avez une idée de, est-ce que justement, puisque dans certains pays il n'existe plus, est-ce qu'on tendrait vers une suppression de ce concours et du coup avec le Master MEF se vendre pour être recruté? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je vais vous faire une réponse d'historien. Le concours de recrutement a été mis au milieu pour des raisons qui sont purement administratives. Purement administratives. C'est-à-dire que on a oublié, mais autrefois, c'est-à-dire avant 1988, ça va faire donc 30 ans. Hein, oui, 30 ans. Oh, le temps passe vite. Les instituteurs faisaient partie de la catégorie B de la fonction publique. Pour des raisons de revalorisation, on les a fait passer à la catégorie A de la fonction publique. Ce qui était assez difficile à faire parce que il y a beaucoup de fonctionnaires dans la catégorie B de la fonction publique qui veulent passer dans la catégorie A. Et il y a notamment les infirmières. Et donc, les infirmières, ça fait, je ne sais plus, 100 ou 200 000. Les instituteurs, c'est 300 000, 350 000. Donc, c'est des gros bataillons. Et pour le budget, c'est pas neutre. Or, pour faire passer les instituteurs dans la catégorie A de la fonction publique, il fallait qu'ils fussent recrutés à la licence. Et à l'époque, les instituteurs étaient recrutés, le concours était le DUG, au niveau DUG, 2 ans. C'était avant le LMD. Donc, ou bien il fallait recruter à la licence, c'est-à-dire allonger
encore d'une année la formation, parce que, bon, ou bien il fallait les recruter après une année de préparation. Et c'était très très fâcheux parce que pour que le concours de la fonction publique fonctionne, il faut que ce soit un concours ouvert. Vous ne pouvez pas limiter l'accès à ce concours aux seuls étudiants des UFM. Et du coup, vous avez à côté, il y a même des endroits où les rapports entre les universités et les UFM étaient tellement mauvais que les universités ont organisé dans le dos des UFM, même pas dans le dos, à côté des UFM et en pleine vue, des préparations au concours de recrutement des instituteurs. Alors, on est victime de cet héritage, et tant que, ou bien on fait une préadmission au niveau licence, on peut très bien faire une préadmission au niveau licence, et à ce moment-là, on a une procédure de titularisation qui est plus simple et plus rapide, mais si on garde un vrai concours, à mon avis, on est condamné à vivre avec. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, mais ce qui notamment prolonge le système séquentiel et non pas le système simultané. Ça serait beaucoup plus simple, notamment, c'est l'avantage du système que décrivait M. Muckensturm tout à l'heure, c'est que les apprentissages dans la discipline allaient en même temps avec les apprentissages du métier. Tandis que là, on a un M1 qui est plutôt centré sur l'apprentissage des savoirs et un M2 qui est plutôt professionnel. Vous ne pouvez pas étaler les deux, mais mêler les deux. C'est la grande difficulté. Bien. Vous avez des tweets? Est-ce que à distance, vous avez des questions? Ah, il se trouve vers les caméras. N'hésitez pas à poser les questions à distance. Il n'y a rien. Bon. Oui. Oui, par rapport au concours, en fait, il faut bien voir que il constitue une sorte de filtre supplémentaire pour ceux qui le font passer. Vous parliez de choses anciennes, de temps anciens. Moi, je vais parler de temps un peu moins anciens, mais anciens quand même. Vous avez rappelé, Monsieur Pro, quelque chose d'important. Ça s'appelait les CPR, ce que vous avez évoqué, oui. C'est-à-dire qu'il y avait, moi j'ai fait partie de ces personnes formées ainsi dans ma discipline, l'espagnol, je parle du second degré, et quand je parlais de filtres, je ne parlais que du second degré d'ailleurs. Et en fait, il y avait 8 heures quand on avait eu le CAPES théorique, qui s'appelait ainsi d'ailleurs, le CAPES théorique, basé sur un programme. Ce programme était toujours de la littérature médiévale, silodoriste, jamais de la civilisation à l'époque parce que c'était un gros mot, et c'est seulement après qu'il y a eu après 68 qu'il y a eu donc l'adjonction de civilisation, et c'était un bien. Donc il y avait donc après SCAPES 8 heures de présence près d'un tuteur qui changeait tous les trimestres, que vous l'avez si bien rappelé. Et sur ces 8 heures, il y avait donc 2 heures d'enseignement. Donc, certains ont peut-être connu cette époque, ce système. Et c'était un système, pour l'époque, c'était un bon système. Ça veut dire qu'en fait, une fois qu'on avait eu le CAPES théorique, on n'était nullement projeté dans les classes, dans la responsabilité des classes, puisqu'on avait 1 an, d'ailleurs souvent ça servait aussi pour préparer l'agrégation, mais ça veut dire qu'on avait du recul, on s'entretenait avec l'enseignant, on n'intervenait que 2 heures, mais on écoutait les 6 autres heures, et ça c'était très formateur. Et
puis après est venue donc la réforme du concours, parce que en fait la difficulté c'est de réussir à faire que d'inculquer, de vérifier qu'un postulant possède le savoir-faire et le savoir-être. Bon, c'est banal que de dire cela, mais il faut le rappeler. Et ce savoir, ça dépendra du programme du concours, et ces programmes sont toujours, n'ont guère changé dans la nature, en histoire non plus, je pense, et donc en fait, c'est toujours très très théorique. Et donc, parce que ils constituent un filtre. Alors, la masterisation est une très très bonne chose. D'ailleurs, heureusement, ça a mis du temps dans les esprits à s'imposer. Mais bon, je crois que c'est quelque chose que tout le monde a bien compris. Ne serait-ce que pour des raisons financières, vous me laissez bien répondre, rappeler. Mais je crois que les concours sont peut-être encore un peu, mais c'est peut-être inévitable, un peu malthusiens au niveau de l'écrit. Au niveau de l'écrit. Et quant au niveau de l'oral, je termine par cela, pour pas alourdir, quand j'étais dans ces jurys de concours, présidés par un inspecteur général ou parfois un universitaire, mais c'était assez rare, eh bien, il était clairement dit que ma foi, pour l'épreuve, ces fameuses épreuves sur dossier, avant qu'elles soient un peu mieux modifiées, disons, un peu mieux édictée dans ses règles, eh bien, cette épreuve sur dossier, c'était toujours la même question, c'est-à-dire dans quelle mesure ce dossier répond aux objectifs assignés à l'enseignement de l'espagnol, et comme les formateurs faisaient ce qu'ils pouvaient dans ce domaine-là, parce que comme disait un président de ces jurys, on n'a pas été formé à cela, et les étudiants, on ne les a pas formés non plus à cela. Et bien donc tout le monde disait, voilà, l'objectif linguistique, l'objectif culturel, l'objectif cognitif. Et c'était en fait très théorique, c'était très universitaire. Bon, mais je crois que effectivement, c'est lié aussi à la nature des concours. Quoi qu'il en soit, ces concours, on ne peut pas non plus trop les changer. Enfin, c'est peut-être, je ne sais pas ce qu'en pense M. Brault, est-ce que ces concours sont changeables du point de vue du contenu, des programmes? C'est très difficile, ça a évolué, grâce à 68 d'ailleurs, mais est-ce que... Non, c'est exactement la question que je pose avec des recherches sur la construction d'épreuves professionnelles. Le concours, ce qui fait que le concours est, comment dirais-je, il fait dévier, il biaise, et il tord la profession vers la théorie parce qu'il porte essentiellement sur des contenus. Si on veut détordre le bâton, il faut absolument inventer des épreuves professionnelles qui soient incontestables. On a essayé, quand on a fait le CAPES, tout à fait au début, c'est même avant, quand c'était le certificat d'aptitude à l'enseignement des collèges, modèle 1942, ils avaient inventé une épreuve de correction de copie. C'était intelligent, ça a tenu 3 ans, 4 ans, et puis après ça a été éliminé. On a des quantités d'épreuves professionnelles qui ont été inventées, appliquées, mais appliquées sans qu'on les ait testées, sans qu'on les ait rodées, sans qu'on les ait scientifiquement fondées. Donc moi je pense que le problème des concours se poserait très différemment si on avait une manière socialement reconnue d'évaluer les compétences professionnelles. Et j'insiste sur le socialement reconnu. Parce que si on avait ce type on pourrait avoir des concours plus précoces. La grande difficulté, c'est qu'on recrute des gens dont ensuite on ne sait pas. Moi, je me souviens avoir vu des stagiaires de CP, de CAPES se cacher derrière le tableau pour faire un enseignant. C'est un peu tard. Mais d'ailleurs, le nombre de stagiaires qui étaient éliminés après l'épreuve pratique du CAPES était inférieur à 1%. Ce qui veut dire que la formation professionnelle ne comptait pas dans le recrutement. Et moi, il y a eu un moment à la fin des années 70, on a essayé peut-être des années 80, mais il y a eu un moment où on a essayé de durcir les apprentissages professionnels, et je me souviens de séances au CRDP, des séances de type formation d'adultes pour les certifier. Je me souviens avoir essayé de faire observer les élèves par les stagiaires.
On avait pris rendez-vous, il devait y avoir 6 séances dans l'année. Donc, première séance, je leur explique, et deuxième séance, qu'est-ce que vous avez observé? Ils n'avaient rien observé et ils ne pouvaient pas observer parce que ce qui leur importait, c'est l'image qu'ils allaient donner au jury lors des épreuves pratiques. Ils étaient centrés sur leur image de prof devant les élèves. Et ils n'étaient pas centrés du tout sur les élèves. Donc, un prof doit être capable de deviner, quand il voit 2 élèves qui parlent, il doit être capable de deviner de quoi ils parlent. C'est pas du tout pareil quand vous avez dans un amphi 2 étudiants ils se demandent une date, ou ils se demandent un mot que j'ai prononcé et qu'ils n'ont pas fait. Là, vous pouvez intervenir. Quelle date vous manque ou qu'est-ce qui vous manque? Vous pouvez intervenir. S'ils sont en train de parler de leur dernier week-end ou de leur petit ami, masculin ou féminin, il vaut mieux pas intervenir. Mais ça parce que vous les voyez, vous les observez, vous n'êtes pas pris par votre propre figure. Est-ce que mon exposé est bien fait? Non. Donc, le stage pratique du CAPES était très bien conçu. On apprenait des choses, mais il ne servait pas à l'évaluation de la capacité professionnelle, parce que l'évaluation de la capacité professionnelle n'avait pas besoin des élèves. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'en 68, on a fait passer des CAPES sans élèves, en dehors des classes. J'ai une question là, non? Dominique? Peut-être une dernière Est-ce que la question qui vient d'être posée et l'ensemble de ce que vous avez dit ne pose pas implicitement le rôle du concours par rapport à celui d'une habilitation? C'est-à-dire, quand vous évoquez l'idée d'avoir une épreuve professionnelle probante, reconnue socialement, ce à quoi, je pense, un certain nombre de personnes pourraient adhérer. Dès lors qu'elle va servir à classer, c'est-à-dire dire que, dans l'ensemble, et en la mélangeant, en la mixant avec d'autres aspects, on va dire, il y en a un qui est le dernier reçu, et le suivant qui est le premier recalé. Or, ces 2 individus ont finalement peut-être des qualités pour enseigner extrêmement proches, voire vraisemblablement quasi identiques. Donc, est-ce que l'une des hypothèses qui irait dans le sens de la place de l'université dans la formation au moins initiale des enseignants, voire dans la formation continue, mais c'est un autre débat, ne serait pas modifiée fondamentalement si on renonçait à ce principe de concours et si on fonctionnait, par exemple, soit comme l'université le fait, ou bien encore comme le fait la Grèce pour l'enseignement primaire, pour l'enseignement secondaire, c'est-à-dire on habilite et après on recrute. Oui, mais on pourrait très bien habiliter sans classer. Ça revient au même. Et ça évite de laisser des gens sur le bord du chemin. Mais en effet, c'est une idée qui est très simple, difficile à mettre en œuvre, tellement l'habitude du concours est socialement difficile à mettre en œuvre. Socialement et politiquement difficile à mettre en œuvre. Monsieur Muckensturm. Oui, je voudrais donner un exemple du phénomène que vous avez décrit, qui est ce que vous avez appelé la façon de tordre le contenu de l'examen pour passer du pratique à quelque chose de plus abstrait. Alors, un petit peu d'histoire que vous connaissez mieux que moi. L'agrégation, contrairement à ce qu'on croit, a été créée en 1762, oui, quand les jésuites ont été expulsés. Et comme les collèges n'avaient plus de professeurs, ils ont bien dû recruter des gens qui pourraient enseigner, et on les a donc agrégés, c'est-à-dire réunis au corps professoral primitif. Et on s'est donc assuré, mais là on n'a pas beaucoup de renseignements, on s'est donc assuré qu'ils étaient capables de dispenser un enseignement utile. Deuxième exemple, il y a un texte qu'en général on ignore, c'est un décret du 29 février 1816, donc signé de Louis XVIII. Et ce décret instituait 3 niveaux d'enseignement pour
l'école primaire, un brevet dont on ne dit pas le nom, un brevet, puis ensuite un brevet du 2e degré, puis un brevet du 3e degré. Et on ne pouvait enseigner dans une école primaire que si on était titulaire d'un de ces brevets. Mais le brevet, il faut le prendre au sens de l'époque. Oui. Le brevet, c'est l'autorisation de travailler. Sous l'Ancien Régime, quand on avait un brevet d'officier ou un brevet d'autre chose, on avait le droit d'exercer le métier. Et ce brevet, ce n'était pas un simple niveau de connaissance. Vous étiez capable de faire la classe. Et alors ensuite, il y a eu les phénomènes que vous avez décrits, et on en arrive à ce que disait monsieur, où on a un concours qui est à 80% fondé sur les disciplines dans lesquelles sont abstraites. Merci à tous. Donc je vous propose qu'on arrête. Merci sur les sites d'avoir été là. Donc on va partager le verre de l'amitié ensemble. Monsieur Pro, merci beaucoup. C'était vraiment très très intéressant et on voit que il y a encore plein de sujets d'actualité. Hein, et plein de chemins à creuser. J'espère que, alors vous nous l'avez conseillé en conseil de l'école, soumis en tout cas. Je ne sais pas si notre nouvelle équipe d'accueil RKE va se pencher sur comment certifier des compétences professionnelles, mais en tout cas c'est très intéressant. Merci à vous et je pense qu'on peut encore vous applaudir parce que c'était vraiment très intéressant.